dans la bibliothèque de la ferme. Révolution industrielle et croissance. Alors à propos du concept de révolution. Lorsqu'il s'agit de phénomènes sociaux, nous dit Fernand Braudel, le rapide et le lent sont indissociables. Il n'y a pas de société, en effet, qui ne soit constamment partagée entre d'une part des forces qui la maintiennent et d'autre part des forces subversives, conscientes ou non, et qui travaillent à la briser. De ce conflit latent et de longue durée, les explosions révolutionnaires ne sont que les manifestations volcaniques, brèves et brutales. Abordant un processus révolutionnaire, le problème sera toujours de rapprocher le long et le court terme, c'est-à-dire de reconnaître leur parenté et leur indissociable dépendance. La révolution industrielle, celle qui surgit en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, n'échappe pas à cette règle. Elle est à la fois une série d'événements vifs et un processus évidemment très lent, progressif, discret, silencieux. Certains historiens voient le processus en place avant le XVIIe siècle. D'autres estiment que la glorieuse révolution de 1688 a été décisive. D'autres encore font coïncider la transformation radicale de l'Angleterre avec la grande reprise économique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et chacun est convaincant à sa manière, suivant qu'il met l'accent sur l'agriculture, sur la démographie, ou le commerce extérieur, la technique industrielle, ou les formes du crédit. Mais, se demande Braudel, faut-il voir la révolution industrielle comme une série de modernisations sectorielles? Ou faut-il la voir comme une succession de phases de progrès? Ou bien faut-il la voir sous l'angle d'une croissance d'ensemble, en chargeant le mot croissance de tous les sens possibles? Une vraie croissance, en effet, d'autres diraient un vrai développement, mais peu importe le mot, une vraie croissance, donc, peut-elle être autre chose que celle qui lie le progrès de plusieurs secteurs de façon irréversible et qui les pousse ensemble vers le haut, appuyés les uns sur les autres? Ce qu'exige la croissance, c'est un accord sectoriel. Lorsqu'un secteur moteur progresse, un autre ne doit pas s'immobiliser pour bloquer l'ensemble. Ainsi, revenons-nous vers ce que nous avons pressenti à propos du concept de marché national. Un marché national qui réclame la cohérence, la circulation générale, une certaine hauteur du revenu pro capite. Mais, sur le marché national, les conditions endogènes de la croissance ne sont pas les seuls en jeu. Ce qui, présentement, bloque l'essor des pays parvenus, n'est-ce pas aussi l'économie internationale telle qu'elle existe, et telle qu'elle partage et distribue autoritairement les tâches? Ce sont là des vérités sur lesquelles cet ouvrage a déjà trop insisté. En fait, l'Angleterre a réussi sa révolution en étant au centre du monde, en étant en fait le centre du monde. Toute révolution industrielle est une confluence, un ensemble, une famille de mouvements, une suite. Et c'est par rapport à cette plénitude nécessaire que les pré-révolutions, ces mouvements antérieurs à la réussite anglaise que nous allons passer en revue, prennent leur signification. La conclusion d'ensemble ne surprendra personne, en tout cas aucun économiste. Une révolution industrielle, on pourrait dire plus largement une envolée quelconque de la production et de l'échange, n'est pas, ne peut pas être, stricto sensu, un simple processus économique. Jamais murée en elle-même, l'économie débouche à la fois sur tous les secteurs de la vie. Ils dépendent d'elle et elle dépend d'eux. Alors voyons maintenant la révolution industrielle anglaise, secteur par secteur. L'industrialisation, comme la révolution industrielle, met tout en cause, société, économie, structure politique, opinion publique et tout le reste. L'industrialisation donc n'est à aucun moment de son parcours un sujet bien délimité ou un faisceau de problèmes donnés dans un espace donné en un temps donné. C'est pourquoi, nous dit Braudel, je ne suis pas d'accord,
même si je suis obligé de l'employer à mon tour, sur la méthode qui consiste à expliquer la Révolution secteur par secteur. Les historiens, en effet, devant la somme et l'imbrication des difficultés, ont procédé de façon cartésienne, à savoir diviser pour comprendre. Ils ont distingué une série de compartiments particuliers, l'agriculture, la démographie, la technique, le commerce, les transports, etc. Des secteurs donc dont les transformations sont certes toutes importantes, mais le risque est qu'elles puissent apparaître comme des étapes séparées, atteintes l'une après l'autre, et qui constitueraient en quelque sorte les escaliers de la croissance. Alors voyons l'agriculture. L'agriculture, elle vient en première ligne et à juste titre. Mais de tous les problèmes en cause, c'est de loin le plus difficile. En fait, nous sommes en présence d'un long, d'un interminable processus, non pas d'une révolution, mais de révolutions successives, de mutations, d'évolution, de rupture, de rééquilibre en chaîne. La crise du XVIIe siècle a correspondu en Angleterre à une maturation des campagnes, assez lente et inégale, mais doublement bénéfique à la future révolution industrielle. Elle a favorisé la mise en place d'une agriculture de haut rendement qui sera capable, en renonçant à l'exportation, de soutenir le violent essor démographique d'après les années 1750. Et elle a multiplié, dans les régions pauvres, les petits entrepreneurs et un prolétariat plus ou moins habitué aux tâches artisanales. Bref, une main-d'œuvre malléable et entraînée. Une main-d'œuvre prête à répondre à l'appel de la grande industrie citadine lorsqu'elle surgira à la fin du XVIIIe siècle. En fait, c'est dans cette réserve de main-d'œuvre que puisera la révolution industrielle, et non pas dans la main-d'œuvre strictement agricole qui conservera ses effectifs, contrairement à ce que l'on croyait récemment encore à la suite de Karl Marx. Ce qui est sûr, c'est que tout a favorisé, et bien avant le XVIIe siècle, la concentration de la propriété foncière. Le petit propriétaire étant condamné soit à grossir ses possessions, soit à les perdre et à devenir salarié agricole. Par cette voie, ou par le système des enclosures, qui supprime les biens communaux et qui facilite les remembrements, la grosse propriété, mieux adaptée, plus rentable, a regroupé peu à peu les terres au bénéfice de la noblesse foncière, du gros yeoman, c'est-à-dire le paysan propriétaire de la terre qu'il cultive, et du fermier. En fait, c'est le contraire de l'évolution française, où le régime féodal s'est effondré d'un coup dans la nuit du 4 août 1789, au moment où la concentration capitaliste de la propriété s'esquissait seulement. La terre, en France, s'est alors irrémédiablement morcelée entre paysans et bourgeois. N'oublions pas, enfin, pour jauger le rôle de l'agriculture dans la révolution industrielle, que les campagnes anglaises se sont soudées très tôt au marché national de l'île. Prises dans ces réseaux, elles réussissent, jusqu'au XIXe siècle, à faire vivre les villes et les agglomérations industrielles. Elles constituent l'essentiel d'un marché intérieur qui est le débouché premier et naturel d'une industrie anglaise qui démarre. Cette agriculture en progrès a été le client par excellence de l'industrie du fer. En effet, ces outils, les fers de chevaux, les socs des charrues, les faux, les faucilles, les machines à battre, les herses, les rouleaux brise-mottes, tout cela représente d'importantes quantités de fer. Dans la bibliothèque de la ferme. Alors, voyons maintenant la montée démographique. Au XVIIIe siècle, la population anglaise augmente au même rythme que partout en Europe, voire dans le monde. Puis, à la fin du siècle, le mouvement s'accélère. Cette énorme poussée biologique, ce sont des campagnes mieux aménagées, des villes, toutes les villes, qui grossissent, et des agglomérations industrielles qui poussent à une vitesse record.
aucune erreur d'appréciation n'est possible. L'industrialisation a joué les premiers rôles dans la progression de la population anglaise. L'emploi industriel favorise les mariages précoces. C'est un accélérateur de la progression démographique. Une Angleterre noire se met en place avec ses villes usinières et ses maisons ouvrières. Si Birmingham a encore un aspect humain, Manchester c'est déjà l'enfer. La population a été multipliée par 10 de 1760 à 1830. Elle passe de 17 000 à 180 000 habitants. Faute de place, les usines sur les collines ont 5, 6 et même jusqu'à 12 étages. 50 000 Irlandais font partie d'un affreux sous-prolétariat typique. Ainsi, dans toutes ces villes, qui sont les filles de l'industrialisation, la montée de la population anglaise n'aura pas toujours suffi à fournir la masse des ouvriers nécessaires. L'immigration vient à la rescousse du Pays de Galles, d'Écosse et plus encore d'Irlande. Et comme la mécanisation multiplie les tâches non spécialisées, on recourt au travail des femmes et des enfants, une main-d'œuvre docile, mal payée, comme celle des immigrés. La révolution industrielle a donc réuni tous les effectifs qui lui étaient nécessaires. Les effectifs ouvriers et déjà les effectifs du secteur tertiaire, celui où les temps nouveaux créent des emplois. D'ailleurs, toute industrie qui réussit, comme le dit Ernest Labrousse, se bureaucratise et c'est le cas en Angleterre. La technique. La technique, elle est une condition nécessaire, mais sans doute pas suffisante. En effet, l'application technique, pour intervenir dans la vie économique, doit attendre d'être sollicitée, et même plutôt 2 fois qu'une, par une demande précise et insistante. Paul Beyroche a donc raison de dire « Durant les premières décennies de la révolution industrielle, la technique a été beaucoup plus un facteur déterminé par l'économique qu'un facteur déterminant l'économique. » Les innovations dépendent de toute évidence de l'action du marché. Elles ne répondent qu'à une demande insistante du consommateur. Alors, nous dit Braudel, il ne faut pas minorer la révolution du coton. S'il y a eu un take-off, c'est-à-dire un décollage après 1787, le coton en a bien été le responsable. L'historien anglais Eric Hobsbawm remarque même que le rythme de son expansion mesure assez continuellement celui de l'économie britannique tout entière. Les autres industries montent en même temps que lui, et elles le suivent dans sa chute quand il s'effondre. Et cela est observable jusqu'au XXe siècle. C'est d'ailleurs une impression de puissance sans précédent que donne l'industrie cotonnière anglaise à tous ses contemporains. Après la révolution du coton, longtemps en tête du mouvement, viendra celle du fer. Mais, se demande Fernand Braudel, l'Angleterre des chemins de fer, des steamers, des divers biens d'équipement, l'Angleterre qui réclamera d'énormes investissements assortis de faibles bénéfices, cette Angleterre-là n'est-elle pas issue de l'argent qui a été accumulé en masse dans le pays? Alors, même si le coton n'a pas eu directement un trop grand rôle dans l'explosion machiniste et dans la grande métallurgie, les bénéfices du coton, eux, ont sans doute payé les premières notes. Un cycle pousse l'autre. Dans la bibliothèque de la ferme. Alors voyons maintenant le commerce au loin. Selon Braudel, il n'est pas excessif de parler, pour l'Angleterre du XVIIIe siècle, d'une révolution commerciale. Pendant ce siècle-là, en effet, les industries qui travaillent pour le seul marché national voient leur production passer de l'indice 100 à 150. Mais celles qui travaillent à l'exportation, de 100 à 550. Il est clair que le commerce extérieur est le coureur de pointe, et il a tendance à s'éloigner de plus en plus de l'Europe pour les périphéries. Alors voyons maintenant la question de la multiplication des transports intérieurs.
Nous avons trop parlé de marché national dans cet ouvrage, nous dit Braudel, pour en méconnaître l'importance. Le commerce intérieur représente, en gros, 2 à 3 fois le commerce extérieur. La révolution industrielle est directement liée à cette active économie de circulation. Et en Angleterre, elle a été précoce, par le rôle centralisateur et révolutionnaire de Londres, par la multiplication des marchés et par la généralisation d'une économie monétaire qui pénètre tout. Bref, la révolution industrielle anglaise a été rendue possible par une sophistication et une modernisation des relations qui tendent de plus en plus à fonctionner d'elles-mêmes. Enfin, et surtout, par une multiplication des moyens de transport. Cette multiplication allant au-devant des exigences du trafic, puis assurant leur essor. Toutes les voies sont utilisées, la mer, les rivières, les routes et enfin les chemins de fer en 1814. La révolution industrielle, nous dit Braudel, est le fruit d'évolutions lentes. Le temps court, l'événementiel ne joue pas les premiers rôles. La révolution industrielle n'en finit pas de naître, et pour qu'elle naisse et se mette en mouvement, il a fallu des destructions, des aménagements et des restructurations. Au XVIIe siècle, un ancien régime a été sapé, jeté à terre. C'est la structure traditionnelle de l'agriculture et de la propriété foncière, qui se détruit ou achève de se détruire. Ce sont les corps de métier qui se désorganisent, même à Londres après l'incendie de 1666. C'est l'acte de navigation qui se renouvelle. Ce sont enfin les dernières mesures constructives d'une politique mercantiliste de protection et de défense qui se succèdent. Il ne faut pas avoir l'idée fausse d'une révolution industrielle qui serait un but en soi, un but poursuivi de façon consciente. L'économie et la société anglaise travaillant à rendre possible les temps nouveaux. En fait, ce n'est pas ainsi qu'a cheminé l'expérience anglaise. Elle n'avance pas vers un but, elle l'a plutôt rencontré, au cours d'une montée de vie puissante. Alors, nous dit Braudel, il faut dépasser la révolution industrielle. Qu'est-ce à dire ? Une rupture en profondeur, une cassure structurelle s'est produite en Occident au XIXe siècle. À savoir, le passage d'une croissance traditionnelle à une croissance moderne. La seconde, la croissance moderne, est continue. Elle ne s'interrompt jamais totalement, même en période de crise. Avant cette transformation, la croissance traditionnelle, elle s'était faite à longueur de siècle, par à-coups, par une suite de petits élans et de pannes, ou même de régressions. Il a fallu que se réalise un potentiel de croissance, c'est-à-dire que se réalise un développement équilibré et lentement acquis par interaction continue des différents facteurs et acteurs de production. Ce développement, il s'est réalisé par la transformation des relations structurelles entre la terre, le travail, le capital, le marché, l'État et les institutions sociales. Cette croissance-là est forcément inscrite dans la longue durée. Elle permet de rattacher indifféremment les origines de la révolution industrielle au XIIIe siècle ou au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. Si l'on admet cette superposition d'un temps long et d'un temps court, on peut lier, sans trop de difficulté, l'explication d'une croissance fortement équilibrée et d'une croissance déséquilibrée. Une croissance qui avance par à-coups, de crise en crise, en substituant un moteur à un autre, un marché à un autre, une source d'énergie à une autre, un moyen de pression à un autre, le tout au gré des circonstances. Ça, c'est la croissance traditionnelle. Mais pour qu'il y ait une croissance continue ou une croissance moderne, il faut que le temps long, qui est un accumulateur de lents progrès, ait déjà fabriqué ce qui rend la croissance économique possible. Et il faut qu'à chaque aléa de la conjoncture, un nouveau moteur, tenu en réserve, soit prêt à tourner, puisse se substituer à celui qui tombe ou qui va tomber en panne. La croissance continue, c'est une course de relais, mais qui ne s'arrêterait pas.
Si la croissance ne se maintient pas au XIIIe siècle ou au XIVe siècle, c'est que les moulins qui ont permis son démarrage ne lui ont donné qu'un élan mesuré, et qu'aucune source d'énergie n'a ensuite pris le relais. C'est aussi, et peut-être plus encore, que l'agriculture n'a pas pu suivre le mouvement de la démographie, et qu'elle s'est retrouvée en proie au rendement décroissant. Jusqu'à la révolution industrielle, chaque poussée de la croissance s'est brisée contre ce que j'ai appelé dans le premier volume de cet ouvrage la limite du possible. Entendez un plafond de la production agricole, ou des transports, ou de l'énergie, ou de la demande du marché. La croissance moderne, elle commence quand le plafond ou la limite ne cesse de s'élever ou de s'éloigner. Ce qui ne veut pas dire qu'un plafond, un jour, ne se reconstituera pas. Dans la bibliothèque de la ferme.